Bonjour à tous. Ici Pascal Lotaz, de Neutrality Studies, et aujourd'hui, je m'entretiens avec le professeur Jeffrey Sachs, professeur à l'Université Columbia, conseiller auprès de nombreux pays et gouvernements à travers le monde, et analyste prolifique. Je suis absolument certain que vous le connaissez tous très bien. Professeur Sachs, bienvenue à nouveau. Pascal, c'est un plaisir d'être avec toi comme toujours. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et peut-être qu'avant d'aborder la situation dans son ensemble, j'aimerais avoir votre avis sur quelques sujets d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 27 mai 2025, et les négociations de paix entre, soyons honnêtes, les États-Unis et la Russie sont à un moment très particulier. Hier encore, le président Trump a déclaré qu'il ne comprenait pas Vladimir Poutine. Comment est-il possible qu'il ait bombardé Kiev? Quel est votre point de vue sur l'état actuel de ces négociations? Je pense que nous devrions prendre en compte les 4 parties impliquées dans cette guerre. Il y a bien sûr le camp russe, il y a les États-Unis, il y a l'Europe au sens large, à la fois l'UE et la Grande-Bretagne, et il y a bien sûr l'Ukraine. Alors, quelle est la position des 4 parties sur ce conflit? Les Russes énoncent très clairement les conditions pour mettre fin à cette guerre. 3 éléments: la neutralité de l'Ukraine, des arrangements de sécurité satisfaisants, qui n'impliquent pas un retour à une situation désavantageuse pour la Russie à cause d'une présence militaire occidentale à sa frontière, et des concessions territoriales de la part de l'Ukraine. L'Ukraine, ce qui ne signifie pas le peuple ukrainien, mais un gouvernement sous loi martiale dirigé par Zelensky, refuse tout cela. L'OTAN, aucune concession territoriale et aucune concession à la Russie. Donc, il n'y a pas d'offre. En fait, je devrais préciser que le plan de paix ukrainien prévoit des réparations, des tribunaux pour crimes de guerre. C'est un plan de victoire total pour l'Ukraine. Les États-Unis, par la voix du président des États-Unis, disent « Faisons un accord, oui, la neutralité de l'Ukraine, oui, certaines concessions territoriales, oui, nous trouverons une solution en matière de sécurité. » Et la position entre Trump et le gouvernement russe n'a pas été exactement la même, mais elle n'a pas non plus été fondamentalement divergente. En d'autres termes, les positions de Trump et de Poutine sont suffisamment proches pour qu'un accord soit envisageable. Mais il faut comprendre que la structure politique des États-Unis est elle-même divisée. Trump n'a donc pas tout le pouvoir, ne prend pas toutes les décisions, ni n'a un poids unanime. Le Congrès est belliqueux, fortement russophobe. L'État profond américain, c'est-à-dire la CIA, une grande partie du Pentagone, etc., est profondément anti-russe. Ainsi, la position de Trump fait également face à une forte opposition interne aux États-Unis. Il y aurait environ 80 sénateurs, organisés par Lindsey Graham de Caroline du Sud et Richard Blumenthal du Connecticut, qui poussent à l'adoption de sanctions sévères contre la Russie. Cela représente la faction dure, depuis 30 ans, du courant politique américain visant à détruire la Russie. Et cela continue. Trump n'a pas mis fin à cela. Il continue d'y faire face. Ensuite, il y a le côté européen. Bien qu'il y ait quelques voix dans quelques petits pays, notamment la Hongrie et la Slovaquie, et de nombreux partis politiques en Europe qui disent « Mettez fin à la guerre, c'est une catastrophe pour l'Europe et pour l'Ukraine ». Les voix prédominantes, c'est-à-dire Starmer au Royaume-Uni, Macron en France, Scholz en Allemagne, et Tusk, les soi-disant 4 mousquetaires en Pologne, affirment « Nous soutenons l'Ukraine à 100%, y compris les exigences maximales de Zelensky. » Donc, ce que nous avons, c'est un chaos. Nous n'avons pas le processus convergent que nous devrions avoir, car je pense que la ligne Poutine-Trump, selon laquelle il existe une issue raisonnable à cette guerre, qui sert les intérêts de l'Ukraine,
de la Russie, de l'Europe et des États-Unis est en réalité correcte. Et au cœur de ce quadruple gagnant se trouve la neutralité de l'Ukraine. C'est la cause de la guerre depuis le début. La tentative des États-Unis d'élargir l'OTAN, ce à quoi, ironiquement, les Européens s'opposaient en privé lorsque cela a été proposé pour la première fois. Mais maintenant, les Européens en sont les grands défenseurs parce que Zelensky le défend. Nous devrions cependant comprendre qu'à chaque fois que nous disons Zelensky, nous parlons d'une sorte de dictature. Nous parlons d'un régime militaire dirigé par un petit groupe qui n'est absolument pas confronté aux véritables intérêts du peuple ukrainien, ni par un vote du peuple ukrainien, ni par des sondages d'opinion auprès du peuple ukrainien. À mon avis, Trump a suivi la bonne voie, mais il est contrecarré au sein de sa propre équipe par des personnes comme le général Kellogg, Marco Rubio et d'autres qui appartiennent à des courants beaucoup plus traditionnels et russophobes de la structure politique américaine, ce qui est le cas de la politique américaine depuis de très nombreuses décennies, même avant 1991, au moins depuis 1945. Les États-Unis ont été anti-soviétiques et anti-russes, et Trump n'a pas surmonté cela. Nous sommes donc un peu paralysés, sauf sur le champ de bataille, où des gens meurent en grand nombre et où la Russie s'empare de plus en plus de territoires. Ensuite, il y a eu le scénario vraiment tristement absurde de la semaine dernière, où l'Ukraine a envoyé des centaines et des centaines de drones attaquer Moscou et d'autres villes russes. Et lorsque la Russie a riposté, le président des États-Unis a écrit que Poutine était complètement fou. C'est une absurdité. Quiconque prend du recul au-delà de l'immédiateté du moment, et même en considérant le contexte d'une semaine, comprend que la provocation vient des deux côtés, et que le problème fondamental est l'absence de compromis du côté occidental, à l'exception de ce que Trump a essayé de proposer, contre l'opposition des dirigeants européens, contre l'opposition de son propre Deep State et contre l'opposition d'une grande partie de la classe politique américaine, qui c'était en réalité nu complexe militaro-industriel. Tout cela signifie donc une grande déception. Trump pourrait avoir l'avantage s'il restait cohérent. Il est le président des États-Unis. Il a l'autorité pour définir la politique étrangère américaine. Mais lorsqu'il publie quelque chose comme « Poutine est complètement fou », comme il l'a fait ces dernières 24 heures, ce n'est pas seulement un peu étrange, c'est aussi très triste et inquiétant. Car cela montre à quel point il est facile pour les va-t-en-guerre occidentaux de poursuivre leur campagne anti-russe qui dure depuis 30 ans. Oui, mais n'est-ce pas aussi un exemple typique de la difficulté pour deux nations de faire la paix? Parce que même lorsqu'il y a un moment où les principaux partisans de la paix, et soyons honnêtes, Trump et Poutine sont des colombes, même lorsqu'ils veulent coopérer, ils se heurtent à leur propre position. Et Trump pourrait devoir, au moins dans ses discours, s'adresser aux gens qui l'accusent maintenant d'être trop conciliant envers la Russie. Et d'un autre côté, en Russie, il suffit qu'un seul officier incontrôlé fasse voler un drone dans un bâtiment d'infrastructure civile ukrainien pour donner aux faucons assez de matière pour dire « il faut escalader, il faut escalader ». La raison pour laquelle je pense que Vladimir Poutine a prononcé un discours à 2h30 du matin dans lequel il a proposé l'accord d'Istanbul était de s'assurer que les Européens étaient couchés pendant que les Américains étaient encore éveillés, afin de contourner les Européens qui sont eux aussi des faucons et souhaitent poursuivre la guerre. Voyez-vous un moyen par lequel ces factions pourraient tout de même aboutir à un processus bénéfique, pas un accord de paix, mais au moins un processus menant à davantage de réconciliation? Eh bien,
Écoutez, nous savons que parvenir à la paix demande de l'habileté. Ce n'est donc pas une affaire simple, car il y a toujours des opposants à la paix. S'il n'y en avait pas, Jésus n'aurait pas eu à dire « Heureux les artisans de paix ». Cela aurait été évident. Mais en réalité, les artisans de paix font face à une opposition énorme. Même, enfin, pas seulement, John F. Kennedy disait qu'il est bien plus facile d'être un va-t-en-guerre en politique que d'être un émissaire de la paix. Et Kennedy a été confronté à ce problème à plusieurs reprises. Les circonstances que vous décrivez, où les deux dirigeants veulent faire la paix, mais où la politique qui les entoure est bien plus belliciste, sont familières. Mais les dirigeants ont pour mission de faire la paix. C'est leur rôle. À quoi servent-ils sinon? En d'autres termes, Trump doit l'emporter, point. C'est son travail. Il est facile de dire, eh bien, je subis des pressions de la part de Lindsey Graham, de tous ces néoconservateurs et du complexe militaro-industriel. Mais son rôle en réalité est de faire la paix. Et pour moi, parmi les nombreuses analogies historiques pertinentes, il y a la crise des missiles de Cuba, lorsque Kennedy et Khrouchtchev voulaient éviter une guerre nucléaire, en fait un Armageddon nucléaire, mais que leurs conseillers, des deux côtés, étaient très bellicistes. Les conseillers de Kennedy, presque tous, dans les premiers jours de la crise des missiles de Cuba, disaient « Allez bombarder les Russes, allez bombarder les bases militaires à Cuba, envahissez Cuba ». Il n'y avait presque aucune voix pour la paix. Kennedy jouait donc sur deux tableaux, l'un avec son propre gouvernement, l'autre avec Khrouchtchev. Il était extraordinairement compétent et il a réussi à conclure un accord avec les Soviétiques, ce qui a permis de sauver le monde. Ce que je veux dire, c'est que Trump peut réellement l'emporter, ou pour reprendre les mots de Trump, il a les cartes en main. Il ne peut pas être submergé par Lindsey Graham, ni par Richard Blumenthal, ni par Starmer, ni par Macron. Si Trump reste cohérent, il peut faire la paix avec Poutine, ce qui serait à l'avantage de l'Ukraine. Je dois simplement dire que lorsque j'exprime ces idées, les gens s'agitent, apologistes de Poutine, et ainsi de suite. C'est tellement absurde. À ce stade, à la fin mai 2025, l'Ukraine a été détruite par cette guerre. J'ai dit dès le début que l'Ukraine serait détruite par cette guerre, que des centaines de milliers, voire plus d'1 million de personnes seraient mortes ou gravement blessées, que l'infrastructure et l'économie seraient anéanties. Pour rien. Parce que l'accord qui était sur la table en avril 2022 lors du processus d'Istanbul était bien meilleur que ce que l'Ukraine va obtenir aujourd'hui. Et l'accord qui était sur la table en décembre 2021, que le président Poutine a proposé à Biden, que je considère comme l'un de nos présidents les plus incompétents, était largement supérieur à ce qui est proposé actuellement. Donc il ne s'agit pas d'être un apologiste de Poutine. Il s'agit d'un fait fondamental, Pascal, que je voudrais réaffirmer avec force. Ceux qui se disent amis de l'Ukraine sont soit stupides, soit cyniques, car ils détruisent l'Ukraine. Ils mènent l'Ukraine à sa perte. Et je parle là physiquement en termes de vie perdue, mais aussi en termes politiques. Ces amis de l'Ukraine qui disent à l'Ukraine de continuer à se battre, et nous vous donnerons les armes, et ainsi de suite. Ils n'ont pas les armes, ils vont perdre sur le terrain, et ils vont perdre leur pays. Je placerai Biden, ce grand ami de l'Ukraine, comme celui qui a causé le plus de destruction. Mais ensuite, je mettrai les Britanniques dans une file interminable de stupidité, il faut le dire. Je ne supporte pas de regarder la géopolitique britannique, car c'est la nostalgie du cynisme impérial au quotidien, alors qu'ils n'ont plus d'empire, mais qu'ils gardent le cynisme et la nostalgie, et ils disent à l'Ukraine de continuer à se battre, comme si c'était la chose amicale à faire pour l'Ukraine. C'est ce qui se passe en ce moment. Pour moi, en résumé, Trump peut conclure l'accord. Trump peut mettre fin à cette guerre.
Mais pas s'il tweet d'un côté que Poutine est complètement fou. Il devrait expliquer au peuple américain que, voyez-vous, il y a tellement de russophobie et de bellicisme que même moi, Donald Trump, j'essaie d'arrêter la guerre. Il y a des va-t-en-guerre partout. C'est cela que Trump doit expliquer. C'est ce que John Kennedy a expliqué au peuple américain dans son célèbre discours sur la paix en juin 1963. Ce sont nos propres attitudes qui bloquent la paix avec l'Union soviétique. Et c'est ce que Trump doit expliquer au peuple américain. Et il doit dire aux Européens, arrêtez d'aboyer. Arrêtez, tout simplement. Arrêtez le bellicisme. Vous êtes en train de tuer l'Ukraine. Alors arrêtez. Voilà ce qu'il doit dire. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu as complètement raison. Mais ce que nous devons maintenant discuter, c'est pourquoi c'est si difficile. Parce que d'un côté, nous avons Donald Trump, qui dit ceci. Il dit vraiment, je veux arrêter la guerre. Nous devons arrêter la guerre. Nous devons arrêter l'hémorragie. Il le dit vraiment. D'un autre côté, il dit d'autres choses. Mais les médias choisissent ce qu'ils mettent en avant, et le reste, n'est-ce pas? Et tu sais, avec les Européens, c'est encore pire qu'avec les Britanniques. Je regarde toutes ces émissions de télévision allemandes, et les Allemands, à ce jour, pensent qu'avoir un accord de paix avec la Russie aux conditions russes revient à leur accorder un avantage, à leur donner quelque chose. Ce n'est pas que l'Europe et l'Amérique soient incapables d'imposer, c'est que les Européens se considèrent encore comme les arbitres. Arbitres de ce qui peut être donné, de ce qui est juste ou non. Ils voient la Russie comme un petit enfant qui se comporte mal, et eux-mêmes comme les adultes. C'est tout à fait exact, d'ailleurs. Il y a un incroyable anachronisme des idées. Encore une fois, les Britanniques, à mon avis, sont choquants. Ils ont perdu l'Empire il y a 80 ans. Pourriez-vous arrêter maintenant? Mais ils ne comprennent pas cela. C'est comme le sketch des Monty Python où le chevalier se fait couper les bras et les jambes et tout va bien, il va continuer à se battre. Mais c'est aussi l'Europe, de la même manière. Et je pense, Pascal, honnêtement, que si l'on essaie de comprendre à quel point la situation est étrange en ce moment, alors qu'il existe une issue vers une paix qui fonctionnerait réellement et que les Européens ne la saisissent pas, c'est ce profond état d'esprit de domination qui perdure depuis des siècles. Car fondamentalement, ce qui ne va pas, c'est l'arrogance. L'arrogance américaine et l'arrogance européenne. Mais il s'agit aussi de l'endoctrinement. Ils ont fini par croire à leurs propres mensonges. Ils pensent qu'ils détiennent encore la supériorité dans l'escalade, alors que ce n'est plus le cas. Ils croient au récit médiatique. Et cela me mène à la question suivante, celle des changements de récit. En Israël, je pense que nous assistons actuellement à une certaine évolution du récit. En Ukraine, nous ne l'avons pas encore vu. Et cet endoctrinement est si puissant qu'il conduit littéralement les gens au suicide. Pouvez-vous en parler? Eh bien, je pense que ce qui est vrai à la fois au Moyen-Orient et dans la guerre en Ukraine, c'est qu'il existe des courants très très profonds qui sont difficiles à déplacer ou à réinitialiser. Ainsi, tant au Moyen-Orient qu'en Ukraine, nous assistons à des processus qui ont des racines profondes, remontant à des décennies, voire des siècles en réalité. Dans le cas du Moyen-Orient, il s'agit d'une guerre des sionistes contre la Palestine qui remonte à avant la création de l'État d'Israël. C'est en fait une guerre de 100 ans. Et cela ne change pas vraiment de façon décisive, même lorsque l'on assiste à un génocide jour après jour sur TikTok, ce qui est une réalité horrifique de notre époque. Ce courant profond ne change toujours pas, car encore aujourd'hui, ce régime meurtrier en Israël bénéficie du soutien des États-Unis et de l'Europe. Ils n'aiment pas à dire que c'est mal. Bien sûr, ça change un peu. Il y a un certain déplacement. Mais mon Dieu, ça fait des années que Gaza est écrasé.
que ce massacre de masse se poursuit, et ils n'arrivent pas à trouver les mots parce qu'il s'agit d'un projet colonial qui a plus de 100 ans et qui est très profond. Il est profondément enraciné et il fait pleinement partie de la politique européenne et américaine. Il est au cœur des récits, de la rhétorique et de la propagande. Quand il s'agit de l'Ukraine et de la Russie, c'est fondamentalement la même chose. La russophobie est très profondément ancrée. En Grande-Bretagne, la russophobie remonte à environ 185 ans, vers 1840. Depuis cette époque, à l'exception, et même partielle, de 1939 à 1945, la Grande-Bretagne a été férocement russophobe. Et cela remonte à la période tsariste, à la période bolchevique, à la période soviétique et à la période post-soviétique. Cela ne dépend pas vraiment du régime russe, et ce n'est certainement pas une question de communisme. Il s'agit de la Russie. Et cela remonte loin. C'est pourquoi nous avons eu la guerre de Crimée. C'est pourquoi les Britanniques ont connu de nombreux désastres expéditionnaires. Les Britanniques considéraient la Russie comme un concurrent de l'Empire britannique, tout simplement. Et ils continuent de voir la Russie de cette manière. Starmer, Boris Johnson et d'autres se prennent pour Lord Palmerston, l'amiral Nelson ou d'autres encore, jouant les équilibristes en Europe et sauvant l'Europe de cette puissance colossale. Et c'est tellement anachronique, tellement de propagande et de clichés, mais ça continue d'être répété. Donc je pense que ce que nous voyons, c'est à quel point il est difficile de se libérer du passé. Et ce passé est profondément enraciné. Nous vivons comme des prisonniers du passé. Les présidents peuvent changer les choses, ils ont l'autorité pour le faire, mais ils ont besoin de beaucoup d'endurance, de compétences et d'attention. Et je pense que c'est vraiment ce qui manque en ce moment. Trump est submergé par les événements, il est impopulaire politiquement dans son propre pays, il a déclenché cette guerre commerciale avec pratiquement le monde entier. Il fait face à des crises au Moyen-Orient, des crises en Ukraine, des crises avec la Chine. Il a d'énormes déficits budgétaires à gérer chez lui. Il essaye de faire passer une loi qui est plutôt terrible. Donc si cela passe, ce sera à 1 ou 2 voix près, car il s'agit d'un programme budgétaire oligarchique, favorable aux plus riches, qui ne bénéficie pas du soutien populaire et qui continue d'accorder des allègements fiscaux aux riches en réduisant les prestations de santé des Américains les plus pauvres. L'attention de Trump à ce sujet est donc très limitée et son équipe est petite et divisée. En réalité, ils improvisent. Ce ne sont pas des politiques soigneusement planifiées. C'est de l'improvisation, d'heure en heure, et c'est l'improvisation d'un système surchargé. C'est pourquoi on voit Trump changer d'avis d'une heure à l'autre, selon qui l'influence, quel conseiller qui rédige ses tweets. Le monde n'est presque nulle part entre des mains stables. Je me demande sans cesse si ce ne serait pas le moment pour les Chinois de s'impliquer et de dire « peut-être pouvons-nous aider à sortir de l'impasse ». Parce que, en ce moment, il semble vraiment que sur tous les fronts, que ce soit les négociations avec l'Iran, celles sur l'Ukraine ou ce qui s'est passé au Yémen, les États-Unis sont bloqués sur tous les plans. C'est exact. C'est tout à fait juste. L'institution chargée de cela, qui pourrait réellement le faire, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Cela peut sembler étrange, mais il ne s'agit pas d'un cas où les États-Unis et la Russie sont à couteau tiré. Bien au contraire, ils essayent de résoudre ce problème. Et la Chine est l'un des 5 membres permanents, et elle souhaite également que ce problème soit résolu. La Chine n'agira pas de façon indépendante. Ce n'est ni son style, ni dans ses capacités, ni dans son intérêt. Donc la Chine ne va pas agir seule dans cette affaire. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU est le lieu approprié. Il a simplement été
tellement atrophié et affaibli au fil des années que le Conseil n'a plus l'idée qu'il a la responsabilité de s'asseoir et d'essayer sérieusement de trouver une solution. Il manque donc cet état d'esprit. J'ai essayé de suggérer à plusieurs reprises, saisissez le Conseil de sécurité de ces questions et résolvez-les. C'est bien d'avoir la Russie, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. C'est un peu anachronique, mais soit. Ils sont réunis dans la même pièce. Maintenant, résolvez ce problème. J'ai dit que ça devrait ressembler au conclave romain que nous venons d'observer. Enfermez-les dans la salle du Conseil de sécurité, fermez la porte et dites-leur que lorsque nous verrons de la fumée blanche sortir du 38e étage, nous saurons que la paix a été obtenue. En d'autres termes, c'est votre devoir de vraiment résoudre ce problème et vous ne pourrez pas profiter de vos week-ends tant que ce ne sera pas fait. Voilà ce qui manque. Encore une fois, je tiens à souligner que si Trump a la capacité de se concentrer, il a le pouvoir de mettre fin à la fois à la guerre en Ukraine et au conflit au Moyen-Orient. Et la raison en est qu'en fin de compte, l'Ukraine dépend entièrement des États-Unis. Et Israël dépend entièrement des États-Unis. Israel depends entirely on the United States. This is just a hard fact. C'est un fait indéniable. Starmer, Macron et d'autres peuvent sauter dans tous les sens et vanter la puissance et la grandeur de l'Europe en affirmant qu'ils combleront le vide si les États-Unis ne tiennent pas leurs engagements. Mais ils ne le peuvent pas, et ils ne le feraient pas. Ce qu'ils essayent donc de faire, c'est de ramener Trump dans le jeu. Et ils y parviennent en partie parce que Trump est entouré de personnes qui lui répètent « Ah, Poutine est ton ennemi, Poutine est ton ennemi ». Et il n'a pas le temps. Il a besoin de voix pour d'autres sujets. Il a de nombreuses crises à gérer. À mon sens, c'est une question de compétence, de capacité d'attention, de détermination et de persévérance. Mais en réalité, Trump pourrait instaurer la paix aussi bien en Ukraine qu'en Israël, car ce sont les États-Unis qui jouent le rôle clé dans la poursuite de ces deux guerres. Vous avez tout à fait raison. Et nous arrivons à la fin, donc nous devons conclure. Mais une dernière question, et vous pouvez répondre très brièvement. Vous, professeur Jeffrey Sachs, que lisez-vous quotidiennement pour rester informé? Quels médias recommandez-vous, un ou deux? En gros, je lis toutes les sources, journaux chinois, journaux russes, journaux américains, journaux européens. Et puis j'ai la chance de pouvoir parler avec des gens parce que je travaille dans les cercles diplomatiques pour l'ONU. Donc au quotidien, je discute avec des personnes venant de différentes régions du monde. La vérité, c'est que si l'on ne se fie qu'à la couverture nationale, c'est sans espoir. Les médias américains, dans le courant dominant, ne sont presque rien d'autre que de la propagande. Le New York Times, on le lit pour pleurer ou pour rire, mais pas pour les faits. C'est pathétique, je dois le dire. Ils n'ont tout simplement pas couvert ces sujets avec la moindre précision. Et ils ne se rendent même pas compte à quel point ils sont inexacts. Mais ils s'appuient sur des sources anonymes qui ont leurs propres intérêts. Et puis ils répètent naïvement ces agendas, ou peut-être pas si naïvement que ça. Mais la seule façon d'accéder à la vérité, c'est de trianguler, c'est-à-dire d'essayer de comprendre un sujet à partir de nombreux points de vue et d'écouter différentes perspectives. Bien sûr, la façon dont fonctionnent les médias et notre monde numérique permet à chacun de n'écouter que ce qu'il veut entendre. Tout le monde a sa chaîne préférée et ils n'entendent pas le contraire. Mais ce qui est important pour établir les faits et comprendre les réalités plus profondes, c'est d'écouter plusieurs points de vue. C'est aussi d'ailleurs pourquoi la diplomatie est essentielle. Et par diplomatie, j'entends qu'il faut réellement s'asseoir et discuter avec l'autre camp.
Donc, pour conclure, je dirais que si vous voulez savoir à quel point l'Europe est pathétique, et je parle de sa diplomatie, il n'y a pas eu de dirigeant européen qui ait parlé sérieusement avec Poutine depuis des années, et ils ne comprennent même pas que c'est ce qu'ils devraient faire. Ils en sont à leur 100e ou 1000e rencontre avec Zelensky pour une séance photo, souvent ridicule. Mais ils ne tendent pas la main à leurs homologues russes pour dire « essayons de trouver une solution ». Et à mon avis, cela seul prouve à quel point la diplomatie européenne est pathétique en ce moment. Absolument vrai. Professeur Sachs, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. À très bientôt.